Ici Satou. On voit beaucoup d'émissions de voyage et de variétés gastronomiques à la télévision. Regarder un journaliste savourer un repas donne envie de se renseigner et de planifier un voyage, même sans avoir le temps, n'est-ce pas? Merci à tous d'être venus pour ce déjeuner privé aujourd'hui. Le Premier ministre salua joyeusement tout le monde depuis sa place d'honneur. J'étais l'une des 12 personnes réunies dans la salle à manger du Château Royal. Ma place était proche de celle du Premier ministre. Peut-être était-ce dû à leur titre de noblesse, hormis le Premier ministre lui-même, la plupart des personnes présentes ne semblaient pas avoir de rang très élevé. Aujourd'hui, j'ai principalement sélectionné des plats du Sud-Ouest, notamment du royaume de Blibroga. En savourant leur cuisine, j'espère que nous approfondirons notre amitié avec leur délégation. En vérifiant les documents que j'avais en réserve, j'appris que le royaume de Blibroga était une petite nation gouvernée par des lutins, dans le sud-ouest du continent. La file que nous avons aperçue à notre arrivée à la capitale royale était celle d'une délégation de ce royaume. En entrée, nous avons une salade de crevettes ou queues à la sauce lutin. Le majordome qui servait le repas nous en expliqua le contenu en le déposant devant nous. Notre premier plat était une salade garnie de crevettes bouillies. J'étais prudent en entrant, car le duo de gourmets Marky Lloyd et Comte Owen m'avait prévenu que les dîners du Premier ministre se composaient généralement de plats étranges, gastronomiques, de noms seulement, mais je n'avais visiblement rien à craindre. Mais juste au moment où je dégustais ce que je croyais être une salade parfaitement normale, je fus stupéfait par l'étrangeté de la sauce. Ce que je croyais être une vinaigrette ordinaire était en fait une sauce claire à base de miel. Elle se mariait étrangement bien avec les crevettes et était finalement plutôt bonne. Pourtant, l'apparence si banale du plat avait été un choc. Qu'est-ce que? La plupart des autres convives semblaient tout aussi surpris. Délicieux. Même si le Premier ministre mangeait sans sourciller, je le connaissais suffisamment pour l'avoir côtoyé en tant que Nanashi pour savoir qu'il appréciait nos réactions surprises. Le deuxième plat est une soupe froide aux haricots verts. Vient ensuite une soupe blanche onctueuse. Elle sentait la soupe de maïs, mais je savais qu'il valait mieux ne pas baisser la garde. Tirant les leçons du premier plat, je n'en goûtais qu'une infime goutte. Ah, c'est aigre. L'arrière-goût n'était pas désagréable, mais il serait difficile à convaincre pour quelqu'un qui n'aimait pas les saveurs acides. Effectivement, l'un des fonctionnaires assis plus loin dans ma rangée sortit en courant, les mains serrées contre la bouche. Déjà un abandon, Mon oui fine capta un murmure du Premier ministre tandis qu'il sirotait délicatement sa soupe. Apparemment, il était courant, lors de ces dîners, que les gens abandonnent si le plat ne leur convenait pas. Appréciez-vous cette cuisine étrangère? Le Premier ministre m'a demandé lorsque nos regards se sont croisés. Oui, c'est incroyablement délicieux. Je le disais sincèrement, pas seulement pour la forme. Avec un peu de chance, après le déjeuner, je pourrais retrouver le cuisinier et lui demander comment certains de ses plats étaient préparés. En effet, il y en a encore plein d'autres à venir. Savourez-en pleinement. Le menu plein de surprises du Premier ministre malicieux a fait abandonner quelques autres. Bien que tous les plats aient une apparence qui trahissait leur goût, ils étaient tout de même délicieux, alors je ne me plaignais pas. J'ai continué à répondre inoffensivement au sujet de conversation du Premier ministre tout en savourant ce tour de force culinaire. Et bientôt, voici le plat principal du jour, un blibroga, un sphinx géant, rôti entier. Le plat principal était une chenille rôtie de la taille d'un porcelet. Son apparence à elle seule a poussé 2 des braves guerriers restants à abandonner sur le champ. 5 sont restés, dont le Premier ministre et moi. 2 d'entre eux étaient si pâles qu'ils semblaient sur le point de s'évanouir à tout moment. Quel parfum délicieux, vraiment, ça sentait le porc teriyaki. Je le disais pour tenter de calmer la salle, mais les 2 convives, pâles, me regardaient bouche bée, incrédules. Pendant ce temps, les serveurs vaquaient à leurs occupations, imperturbables, visiblement habitués à cette atmosphère. Ils découpèrent la peau du sphinx et disposèrent les morceaux appétissants sur l'assiette, la recouvrant de l'épaisse substance visqueuse qui en résultait comme une sauce. La teinte étrange et surnaturelle de la sauce créait une image saisissante. Je n'en peux plus. Dans un grand fracas, l'un des convives pâles s'enfuit de la salle à manger. L'autre s'était tout simplement évanoui sur sa chaise. Je suppose que la vue et les couleurs des entrailles utilisées comme garniture étaient insupportables. N'aurait-il pas été préférable de dresser les assiettes avant de servir? J'imagine que cela faisait partie de la malice du Premier ministre. Pourtant, à mon arrivée au monde, j'hésitais même à goûter à la viande de grenouille rôtie à la broche. J'avais fait du chemin, si je puis dire. Après tous les plats à base de monstres que j'avais dégustés lors de nos voyages et dans les labyrinthes, ce genre de choses ne me dérangeait guère. De plus, je suis sûr que ce sera délicieux aussi. Je fais confiance à vos papilles, Premier ministre. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai suivi la démonstration du serveur, découper un morceau de peau et le mélanger à la sauce avant de le mettre en bouche. Waouh, c'est bon.
La peau croustillante et l'intérieur juteux offraient une texture agréable. La sauce aigre-douce était également délicieuse. Si seulement on pouvait améliorer son apparence, ce plat avait le potentiel de devenir le prochain grand succès de la capitale royale. Vous passez. Le Premier ministre prononça une parole plutôt inquiétante. Son regard était fixé sur moi. Il a l'air plus que qualifié. En effet, contrairement aux nobles qui mangent en silence, qu'ils soient délicieux ou mauvais, il semble sincèrement savourer chaque bouchée. Magnifique. D'après mon écran de réalité augmentée, l'homme au visage renfrogné assis en face de moi était le ministre des Affaires étrangères. Vicomte Pendragon, savez-vous qu'une délégation du royaume de Blibroga est actuellement en visite, n'est-ce pas? Oui, j'en ai entendu parler, répondis-je. Ce soir, nous organisons un banquet pour la délégation. Nous aimerions que vous y assistiez. Toutes mes excuses. La cuisine du royaume de Blibroga peut être assez inhabituelle, comme vous l'avez constaté. Rares sont ceux ici qui peuvent la déguster avec une apparence de plaisir, même au sein de notre ministère des Affaires étrangères. Ah, ce déjeuner gastronomique avait donc aussi été une épreuve. Si je n'avais aucun problème à me mêler à des notables, éviter les faux pas dans un cadre diplomatique me semblait difficile. Je compatis pour le Premier ministre, mais je vais devoir décliner. On m'a dit que le chef cuisinier de la cour royale du royaume de Blibroga était avec la délégation et qu'il préparerait un repas spécial pour l'occasion. Ça a l'air vraiment excitant. J'ai changé d'avis en un clin d'œil. Même si je visitais le royaume de Blibroga un jour, j'avais peu de chance de goûter à un plat spécial préparé par le chef cuisinier de la cour royale. J'ai décidé de laisser mon appétit prendre le dessus. Oui, je serais ravi d'y assister. Excellent. Je pensais que vous en diriez autant. Le Premier ministre a hoché la tête, satisfait de ma réponse. C'est bien beau, mais quand est-ce que le dessert sort? On dirait que tout se déroule comme prévu. Après le dessert, j'ai décidé d'aller faire un tour à la compagnie Eshigoya avant le banquet du soir. Au fait, le dessert de l'après-midi était un dessert glacé rouge foncé au croquant addictif, préparé à partir du sang d'une tourterelle de Blibroga. Des herbes ont été utilisées pour dissiper l'odeur âcre du sang, lui redonnant un goût relativement normal. Oui, c'est vrai, c'est grâce aux produits que vous nous avez préparés, Seigneur Kuro. J'écoutais le dernier rapport du directeur. Le plan en question était notre stratégie pour inciter les nobles et les marchands fortunés à puiser dans leurs réserves afin que nous puissions remporter l'anneau de prière aux enchères. Nous ignorons le montant exact de la fortune du duc Ugosh, mais il a acheté encore plus d'épées magiques et d'outils que prévu. Le duc Vistal n'a pas encore réagi fortement aux produits que nous avons apportés. Il est possible qu'il ait besoin de ces fonds pour faire face à la rébellion. Mais les riches marchands de la capitale royale, notamment la compagnie Gokut, font des achats compulsifs. Je supposais que c'était Arisa qui lui avait appris une expression comme « achat compulsif ». Elle ajouta que les gemmes magiques fabriquées par la magie de la terre étaient particulièrement prisées par l'épouse du vice-roi de la cité marchande. Les plus grandes menaces qui restent à craindre sont la famille royale, le vice-roi de Labyrinth City, le marquis Ashinon, et peut-être le vicomte Pendragon. Oh, c'est moi. Pourquoi le fils Pendragon? Il est le propriétaire de la compagnie commerciale du Pendragon, dirigée par le second fils du marquis Ashinon, même si cela n'est pas très public. Il faut se méfier de l'immense fortune qu'il aurait acquise sur la route du sucre, sans parler de celle qu'il a amassée grâce au labyrinthe. Une immense fortune? Je ne pensais pas avoir révélé au public les trésors récupérés sur des épaves. Oui, il a donné plusieurs voiliers de différentes tailles à la compagnie du Pendragon. Il doit avoir une fortune colossale pour fournir de telles choses. Non, il s'agissait simplement de navires trouvés à la dérive ou confisqués à des pirates, qui dormaient dans mon entrepôt. Je vois. Eh bien, il me doit quelques services. Je m'en charge. Merci, Seigneur Kuro. Si vous voulez bien pardonner mon insolence, le vicomte Pendragon et sa vassale dame Tachibana ont rendu de grands services à la compagnie Eshigoya. Je sais, je m'occuperai des arrangements avec délicatesse. La directrice inclina la tête avec gratitude. Aussi stupide que cela puisse paraître de prendre des arrangements avec moi-même, c'était une nécessité pénible de mener une double vie. La directrice Eleuthérina et Tifalisa étaient suffisamment dignes de confiance. Peut-être pourrais-je leur dire bientôt que Kuro et Satou étaient la même personne. Et le marquis Ashinon? Oui, il est difficile d'évaluer sa fortune, car il est vice-roi de Labyrinth City. De plus, il n'a même pas réagi aux épées magiques qu'il recherchait autrefois avec tant d'acharnement. Je crois que son but est pas l'anneau de prière. Le marquis Ashinon veut un élixir. D'après ce que j'ai entendu dire, il en a besoin pour soigner son subordonné, l'ancien comte Poputema. Vous êtes incroyable, Seigneur Kuro. Je l'avais appris directement du vice-roi, sous le nom de Satou. Pardon, Seigneur Kuro? Lorsqu'elle entra dans la pièce, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Tifalisa en me voyant. Nous venons de recevoir une lettre de son Excellence le Premier ministre.
J'acceptai la lettre et la parcourus. Nous avons obtenu l'autorisation de développer ces villages agricoles et ces mines. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette dernière soit aussi facile à exploiter. Même si nous l'obtenions, je pensais que cela prendrait un peu plus de temps. Mais tous deux ne sont exonérés d'impôts que pendant 5 ans. Est-ce un problème? Oui, du moins pour les mines, 5 ans, ça ne me semble pas suffisant. Elle expliqua que pour développer une mine au milieu de montagnes infestées de monstres, il était courant d'être exonéré d'impôts pendant au moins 10 ans. C'est bien, tant que nous avons assez de personnel, nous pouvons la mettre en service en 1 mois. Grâce à ma magie, je pouvais préparer une mine en quelques jours. Au pire, installer les systèmes de drainage et d'ascenseur serait un vrai casse-tête. 1 mois? Le directeur écarquilla les yeux. Seigneur Kuro peut tout faire, murmura Tifalisa, avant d'aborder la question du travail. Je vais commencer à recruter des ouvriers pour les villages agricoles et les mines immédiatement, alors. Bien, veuillez utiliser les mêmes qualifications que celles dont nous avons discuté précédemment, s'il vous plaît. Compris. Tifalisa sortit vivement de la pièce. C'était formidable sa rapidité d'exécution, même si elle n'avait pas besoin de me flatter autant. J'avais presque oublié. Tifalisa revint précipitamment dans la pièce, les joues légèrement roses. Le garçon qui a fabriqué cet allume-feu, Aoi Haruka, est là. Ah bon, vous avez réussi à l'embaucher? Oui, cette partie-là n'a posé aucun problème. Tifalisa hocha la tête, ses cheveux argentés coupés au carré ondulant. Cette partie-là, il y a un autre problème, alors? Il a demandé à vous rencontrer personnellement, Seigneur Kuro. Tiens, je me demande ce qu'il veut. D'accord, je vais le voir. J'avais presque terminé mes affaires à la compagnie Eshigoya pour la journée, et il me restait encore du temps avant le banquet. Ça ne pouvait pas faire de mal d'en consacrer un peu à ce jeune Aoi. Seigneur Kuro, c'est là-bas. Aoi désigna un bâtiment délabré. Une fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il voulait me présenter quelqu'un et m'a emmené dans un petit quartier d'atelier du quartier populaire. C'était à quelques pâtés de maisons des bidonvilles. Ça s'est beaucoup amélioré par ici, tu sais. Aoi a réagi sur la défensive, comme s'il avait deviné ce que je pensais. Vraiment? Oui, il n'y a plus de gens qui s'effondrent dans la rue grâce à l'augmentation des distributions de nourriture gratuite de la société Eshigoya. En plus, ils sont prêts à embaucher des gens du coin pour la couture, les petits boulots, etc. Donc le professeur dit qu'il n'y a plus autant de filles qui vendent leur corps dans la rue. Contente de l'entendre. Ce n'est pas comme si j'avais lancé ces pratiques avec des objectifs aussi ambitieux, mais j'étais contente d'apprendre qu'elles contribuaient à améliorer la vie des gens. Je vais être Pipine fantôme. Oh, mais Pipine est un maître du déguisement. Je serais bien plus adaptée. Dommage. Tu es trop lent pour jouer quelqu'un connu pour sa légèreté. Je serais Charuruun, voleur d'ombre. Un groupe d'enfants courait et jouait à proximité. Tu crois avoir l'allure d'un joli voleur d'ombre? Sois pas méchant. Et puis, tu ne ressembles pas non plus à un fantôme de Chivilu. L'apparence n'a rien à voir là-dedans. À entendre le bruit, il se faisait passer pour de célèbres voleurs fantômes. Chivilu. Chevaleresque, hein? Oui, apparemment, Pipine le fantôme vole les marchands et les nobles malfaisants et donne l'argent aux pauvres. M'expliqua Aoi à voix basse. On dirait que tu ne le trouves pas chevaleresque. Non, c'est mal de donner aux gens l'argent qu'on a gagné en commettant des crimes. Si tu veux aider les gens, tu devrais gagner honnêtement de l'argent ou leur créer des emplois. C'est bien d'être honnête, mais ce gamin est tellement honnête qu'il risque d'avoir des difficultés dans la vie. Bon, bref, c'est vraiment l'atelier? Ah, je sais. On dirait qu'il est abandonné, non? Le bâtiment devant nous semblait sur le point de s'effondrer. Professeur, vous êtes là, professeur? Aoi frappa à la porte et cria, mais il n'y eut aucune réponse. Nous étions là pour que je puisse rencontrer son professeur. Peut-être qu'il dort? Une lumière s'est allumée sur mon radar, indiquant une personne à l'intérieur. Grâce à mon sort de magie pratique, transparence, j'ai découvert qu'il ne s'agissait que d'un loquet maintenant la porte en place. Je l'ai donc ouverte avec la main magique. Elle est ouverte, hein? Oh, vous avez raison. Professeur, c'est Aoi. J'entre. Aoi a soigneusement évité les détritus et les papiers éparpillés au sol en s'enfonçant davantage. Alors que je le suivais, un des papiers au sol a attiré mon attention. C'était un plan de moteur coaxiaux à énergie céleste, comme ceux que j'avais construits, mais avec des circuits et des théories différents. Seigneur Kuro, voici le professeur Jahado. Enchanté de vous rencontrer, professeur. J'admire votre travail depuis un certain temps. N'essayez pas de me flatter. Le vieil homme qui émergea portait des lunettes d'une épaisseur comique et des cheveux blancs encore ébouriffés par le sommeil. Hormis sa petite taille, il ne se distinguait guère de l'homme moyen. J'avais d'abord entendu parler de lui grâce à des documents trouvés à Sedum City, puis lu ses écrits dans l'ancienne capitale. On disait de lui qu'il était un vieux mage obsédé par les rotations, et c'était quelqu'un que j'avais toujours rêvé de rencontrer. Afin de lui prouver que je ne le flattais pas,
je sortis quelques-uns de ses écrits et une toupie magique, appelée disque roulant, de ma boîte à objets. Tiens, j'imagine que tu ne mentais pas, grognait le professeur Jahado. Bien qu'il parût peu impressionné, son attitude changea à partir de ce moment. Bon, asseyez-vous, alors. Je sirotais une tisane qu'Aoi nous avait servie tout en écoutant le récit du professeur Jahado. Il avait autrefois travaillé à l'Académie royale et à l'Institut de recherche royal, mais un chercheur issu d'une noble famille de souche avait usé de ses relations pour lui voler ses 2 sièges. Désormais sans mécène, il gagnait sa vie dans les quartiers pauvres de la ville en réparant des outils magiques. Mon invitation à devenir chercheur à la société Eshigoya ne l'avait cependant pas impressionné. HMPH, je me fiche de l'argent. Si vous voulez m'engager, montrez-moi un de ces moteurs à haute puissance des nouveaux dirigeables. Je vendrai mon âme à un seigneur démon pour voir de près la merveille de ce système coaxial. Tu jures? Je jure. J'ai utilisé main magique pour libérer de l'espace dans un coin de l'atelier, puis j'ai sorti de mon stockage un petit moteur coaxial de dirigeable. Il aurait été trop gros pour être sorti de la boîte à objets. C'est impossible. J'ai souri tandis que le professeur Jahado avait les yeux exorbités. Si tu deviens chercheur à la compagnie Eshigoya, tu pourras en faire ce que tu veux. Même le démonter? J'ai hoché la tête et lui ai tendu une boîte à outils. Il était si excité qu'il a tâtonné avec les outils à plusieurs reprises, mais cela ne l'a pas empêché de commencer à démonter le moteur avec agilité et expertise. Alors, on a un marché? On dirait bien. Aoi a hoché la tête. J'ai contacté le chantier naval de la compagnie Eshigoya pour préparer un espace pour un institut de recherche. Plus tard, j'ai prévu d'utiliser objets en pierre et créer maison pour lui installer un laboratoire. HRRRGH, c'est lourd. Aidez-moi, Aoi. Oui, professeur. Aoi se précipita pour aider le vieil homme à démonter le moteur. Waouh, c'est donc comme ça que ce mécanisme fonctionne. Mais avec la structure que j'ai conçue il y a un moment, ça marcherait 30% mieux. Et ce roulement est trop démodé. Imaginez qu'ils aient inventé un tel engin. Fascinant, c'est fascinant. Le professeur Jahado sortit le disque coaxial et commença à l'examiner sous différents angles. J'ai hâte de voir ce que vous allez trouver, professeur. Sur ce, je quittai son atelier. Je n'avais aucun doute que son aide améliorerait encore les performances du moteur céleste. Plus petit que le trésor de notre patrie a disparu, ma belle. Plus grand que, alors que je revenais au château royal pour le banquet du soir, j'entendis quelque chose d'inquiétant dans le couloir. Jetant un coup d'œil, je vis un jeune lutin accuser une servante de vol. Il avait la peau bronzée, portait une tenue blanche criarde et était drapé d'accessoires extravagants assortis. Ce devait être l'un des membres de la délégation du royaume de Blibroga dont le Premier ministre avait parlé et un membre important, à en juger par sa tenue. D'après mon affichage en réalité augmentée, le garçon était en réalité issu de la famille royale du royaume de Blibroga. Il avait 365 ans, digne d'une race de fées à la longue vie. Il valait mieux ne pas le traiter comme un enfant. Je suis vraiment désolé, mais je ne comprends pas votre langue. Plus petit que Har, je n'arrive à rien avec vous. Où est mon interprète, Riga? Plus grand que, apparemment, leur interprète avait disparu, et lui et son convoi ne parlaient que le langage des fées. Leur langue était une version ascendante de la langue elfique, une langue commune à toutes les races de fées, ce qui signifiait que je pouvais la comprendre sans problème. C'était en fait une version simplifiée des mots élégants prononcés par les elfes. En consultant mon journal, j'ai constaté que j'avais acquis la compétence « langage des fées ». Il n'était probablement pas nécessaire de l'activer, vu que je comprenais déjà la compétence « langage elfique ». Plus petit qu'il y a un problème? Plus grand que, plus petit que oh. Vous parlez elfique, hein? Eh bien, notre œil du dragon a été volé dans ma chambre. Plus grand que, le garçon passa du « langage des fées » au « langage elfique » pour me parler. Plus petit que est-ce une sorte de pierre précieuse? Plus grand que, plus petit que Har, non. L'œil du dragon est un orbe magique transmis de génération en génération dans la famille royale. Il confère à son détenteur un œil omniscient capable de percer tout ce qui existe sous le soleil. Plus grand que, cela semblait plutôt utile. Reprenant mes esprits, je rapportai ces paroles à la servante. Un vol au château royal? La servante, paniquée, se précipita pour appeler les gardes. J'annonçai au garçon que les recherches allaient bientôt commencer, puis je pris sur moi de fouiller la carte à la recherche de l'œil du dragon. Ah, il était plus proche que je ne le pensais. Plus petit que AH, je ne peux pas rentrer chez mère si j'ai perdu le trésor de famille. Plus grand que, plus petit que ne t'inquiète pas. Je te le promets. Plus grand que, je l'avais déjà trouvé, après tout. Plus petit que oh, tu le penses vraiment? Plus grand que, plus petit que oui, laisse-moi faire. Plus grand que, sur ce, j'ouvris la fenêtre du couloir et sautai dehors. Aïe, qui es-tu? J'appelle les chevaliers impériaux. Alors que je me frayais un chemin à travers les haies pour entrer dans la cour,
3 servantes me virent et poussèrent des cris perçants. J'utilisai un petit clin d'œil pour m'approcher de la première qui hurla. Parce que c'était elle qui avait volé l'œil du dragon. Qu'est-ce que... La servante recula d'un bond pour éviter mon léger coup de poing. Comme ça, elle ne prendrait pas les autres servantes en otage. Comment as-tu découvert que je suis la voleuse d'ombre Charororoun? La voleuse d'ombre? Nyuna, c'est Charororoun? Les vraies servantes altèrent en entendant la voleuse s'identifier. Eh bien, vous ne m'attraperez pas. Le bras de la voleuse s'éclaira et le tissu envahit mon champ de vision. J'écartai le tissu, un uniforme de servante royale, et vis que la zone était recouverte de fumée. Elle avait dû utiliser un fumigène. La voleuse était déjà en fuite. Elle portait une tenue simple et moulante, chemise et pantalon, probablement dissimulée depuis le début sous son uniforme. Oh! Attrapez-moi si vous pouvez. Sa voix ricanait au loin. Laissant les servantes toussantes dans la fumée, j'utilisai clignement pour poursuivre la fille le long du bâtiment. Gr, vous êtes un chevalier de haut rang? Elle renonça à s'échapper au sol, préférant se précipiter entre un arbre voisin et le mur pour s'enfuir vers le haut. Je maintins ma vitesse de course et sprintai droit vers le mur, comme dans un manga. Plus grand que compétence acquise, course murale, plus grand que titre acquis. Défieur de gravité même si j'avais déjà couru sur les murs à de nombreuses reprises, pour une raison inconnue, j'ai acquis une compétence cette fois-ci. J'ai rattrapé la voleuse malgré ma distraction et je l'ai plaquée avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Mais il serait probablement douloureux de tomber d'une hauteur d'environ 3 étages, alors j'ai utilisé « course aérienne » pour créer une plateforme en plein vol et j'ai sauté de celle-ci dans une fenêtre proche à la place. Lâche-toi. Comme la voleuse luttait pour s'échapper, je l'ai assommée d'un léger coup au plexus solaire. L'œil du dragon en question était caché dans sa poitrine généreuse, j'ai donc utilisé main magique pour le retirer. Il ne serait pas correct d'aller tâtonner la poitrine d'une fille inconsciente, criminelle ou non. Plus petit que Bravo, chevalier du royaume de Shiga. Plus grand que, le lutin est arrivé en courant. Il y avait une grande foule de personnes derrière lui, y compris le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est notre trésor national, l'œil du dragon. Le garçon brandit prudemment la gemme aux couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je peux encore faire face à maman. L'œil du dragon ressemblait à une boule de cristal de la taille d'une pièce de 500 yens. Sœur Pendragon, est-ce la voleuse? Je reconnais ce visage. C'est une domestique qui travaille dans cette maison d'hôte. Le Premier ministre et le ministre militaire observèrent la voleuse. Non, ce n'est pas le cas. Sur ce, j'ôtai le masque qui lui couvrait le visage. Contrairement au masque magique que j'utilisais pour devenir Nanashi ou Kuro, c'était une sorte de masque à usage unique fabriqué avec une crème spécialement alchimisée. Une femme, une experte en déguisement. Ce doit être la voleuse des ombres Charororoun. Il semblerait. Elle l'avait dit elle-même, et mon écran de réalité augmentée le confirmait. J'ignore comment elle a infiltré le château royal, mais sa chance a tourné lorsqu'elle est entrée en contact avec vous, Sire Pendragon. Pour une raison inconnue, le Premier ministre semblait satisfait. Je remis la voleuse des ombres Charororoun aux chevaliers impériaux qui étaient arrivés avec lui. Après l'avoir ligotée soigneusement pour qu'elle ne s'échappe pas en chemin, bien sûr. Je ne peux pas te remercier assez, mon garçon. En tant que 8e prince Smartis du royaume de Blibroga, je vous accorde le titre de fêtard et l'honneur de vous appeler chevalier libre de Blibroga. Plus grand que, plus petit que Sir Smartis, généreux avec les récompenses comme toujours. Plus grand que, même si je ne voulais pas de nouveaux postes ou titres, le Premier ministre a fait avancer les choses. Il m'a expliqué plus tard que fêtard était une sorte de rang honorifique de noblesse accordé à un étranger ayant fait une bonne action, tandis qu'un chevalier libre était comme un agent de la paix avec une relative liberté au sein du royaume de Blibroga. Plus petit qu'un fêtard a même le droit de faire une farce par jour. C'est un merveilleux honneur. Plus grand que, plus petit que c'est incroyable. Je trouve, plus grand que, plus petit que en effet. Plus grand que, le garçon, ou plutôt le prince Smartis, gonfla ses narines de fierté. Eh bien, cela ne semblait me donner aucun droit ni devoir à moins d'entrer au royaume de Blibroga, donc il n'y avait probablement pas lieu de s'inquiéter. C'était sans doute moins important que le titre de marquis des liqueurs que j'avais obtenu au royaume de la sorcellerie Lalagi. Plus petit que et maintenant, au banquet. Je vous accorde le privilège de vous asseoir à mes côtés. Plus grand que, plus petit que vous me faites un trop grand honneur. Plus grand que, le prince jovial me prit par le bras et me conduisit vers la salle à manger. Il s'entend déjà bien avec ce prince difficile à satisfaire. J'avoue que j'espérais qu'il améliorerait l'humeur du prince au banquet, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait avant même le début du banquet. Pas étonnant qu'il ait réussi à apaiser les tensions entre Lloyd et Owen. J'entendis le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre murmurer derrière nous. Même si j'avais l'impression d'être instrumentalisé par leurs intérêts diplomatiques, cela ne me dérangeait pas, car cela ne me ferait pas de mal.
Les plats du banquet étaient similaires à ceux du déjeuner gastronomique plus tôt dans la journée. Ils étaient encore plus délicieux, ce qui en faisait un repas merveilleux. Peut-être les trouvait-il encore plus appétissants parce que j'avais participé à toutes sortes de goûters et de banquets depuis le début de l'année et que je commençais à en avoir un peu marre de la cuisine locale. Après quelques jours plus ou moins mouvementés comme celui-ci, la vente aux enchères n'était plus qu'à quelques jours. Foufou chantriip. Tralala, monsieur. Tama et Pochi battaient le rythme en étalant le contenu de leur sac à dos sur le tapis. La classe de maternelle du trimestre de printemps partait en excursion scolaire le lendemain. Et tu y vas avec l'école des chevaliers? Oui, Arisa. Sherine et sa classe partent aussi pour un entraînement sur le terrain. Elles se rendaient en calèche à une cabane qui leur servirait de base pour escalader la montagne voisine. Nana et Lulu avaient obtenu des informations sur le voyage auprès de Sherine, la fille de Gwen, puisqu'elle l'aidait à s'entraîner à l'endurance. Si c'est une bande de gosses de riches qui partent en randonnée, j'imagine qu'ils ont déjà débarrassé la montagne des monstres. Oui, on dirait bien. En consultant la carte, je n'ai vu aucun monstre depuis le fort au sommet jusqu'au abord de la cabane. Il y avait une profonde vallée d'un côté du fort, dont l'autre versant semblait être un territoire infesté de monstres. D'après ce que j'ai pu voir sur la carte, l'armée du royaume stationnée au fort de la montagne patrouillait régulièrement la frontière pour s'assurer que les monstres n'y pénètrent pas par l'autre côté. Un entraînement sur le terrain? Alors, ils partent aussi en excursion? Sherine est de garde anti-larves, je vous signale. Il y a 2 groupes, un pour surveiller les élèves de la classe de printemps de maternelle et un pour transporter les provisions jusqu'au fort. Nana et Lulu répondirent à la question d'Arisa. Elles dirent que Sherine était encore plus tendue que d'habitude à propos du voyage, car la performance des élèves déterminerait leur admission à l'école des chevaliers. Mais même s'il n'y a pas de monstres, il y a quand même des animaux, n'est-ce pas? Les inquiétudes d'Arisa sont fondées, je suis d'accord. Tout va bien, dit Lulu d'un ton rassurant. Chaque équipe sera accompagnée par des professeurs et des élèves plus âgés de l'école des chevaliers. Elle avait entendu cela de Monsieur Haim lorsqu'il était venu chercher Sherine. De la viande séchée de secours. Il nous faut aussi des biscuits durs, monsieur. Vous avez vraiment besoin de rations de secours pour une sortie scolaire? Vu la quantité de nourriture qu'ils apportaient, on aurait dit que le voyage durerait environ 2 semaines. Sina a dit d'apporter beaucoup de provisions au cas où et de soupçonner les insoupçonnés, monsieur. C'est la petite fille du ministre de la guerre, n'est-ce pas? Oui, Tama hocha la tête. T'inquiète, ce n'est pas vrai, monsieur. Sina est vraiment très intelligente, alors je suis sûre qu'on aura besoin de ces provisions, monsieur. Sina et toi avez l'air très proches. On est les meilleurs amis du monde, monsieur. Tama aussi? On aurait dit qu'ils s'entendaient bien à l'école maternelle. Je devrais peut-être leur demander d'inviter Sina pour un bon festin, un de ces jours. C'est bien beau tout ça, mais tout ne rentrera pas dans ton sac. Oh mon Dieu, il faut juste tout rentrer, monsieur. Pochi tenta de fourrer toutes les provisions dans son sac à dos, déjà plein à craquer, avec moins de la moitié à l'intérieur. Pochi, ton sac va se déchirer. Mets juste les rations de secours dans ton sac de fée. Tant que c'est une sortie scolaire normale, tu n'en auras pas besoin de toute façon. Alors que Lulu s'empressait de les arrêter, Arisa proposa une solution sensée. Mais le professeur a dit qu'on devait mettre toutes nos affaires dans un seul sac à dos, monsieur. Pourquoi ne pas mettre ton sac de fée dans le sac à dos, alors? Très bien, tu es si intelligente, Arisa, monsieur. Pochi n'y avait même pas pensé, monsieur. Arisa grimaça légèrement lorsque Tama et Pochi la félicitèrent. Bon, ça résout un problème quand même. Tu leur as préparé tu sais quoi, maître? Oui, ils sont là. J'ai sorti 2 gourdes à bandoulière. Celle avec un couvercle qui faisait office de tasse, bien sûr. Parfait. Impossible de partir en excursion sans un de ces bébés. Le couvercle de Tama est rose. Le couvercle de Pochi est jaune, monsieur. Arisa leur tendit les bouteilles à chacun. Chacune contenait une pierre à eau, leur permettant de produire de l'eau à l'infini grâce à un pouvoir magique. Ils n'en auraient probablement pas besoin, car le voyage était assez court pour que même les enfants puissent le faire en une journée. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Il ne vous manque plus que des encas. Pochi veut de la viande, monsieur. Tama aussi? Non, il y aura de la viande dans vos boîtes à lunch. Un enca, c'est un peu comme des bonbons ou des crackers. Pochi est au courant, monsieur. Une banane, ce n'est pas un enca, monsieur. Tu deviens trop puissant, Pochi. Devancé par son propre engin, Arisa rongea une mèche de cheveux et murmura quelque chose. Pochi se souvenait clairement de la blague japonaise qu'Arisa lui avait apprise, quand nous chassions un maître d'étage dans le labyrinthe. Tama, Pochi, quel genre de snack voulez-vous? Demanda Lulu. Tama veut des chips? Pochi veut du gâteau, monsieur. Aussi délicieux que cela puisse paraître, aucun de ces 2 plats ne convient à une sortie scolaire. Je vais vous apporter ce que nous avons à vous proposer, d'accord? Youpi, incroyablement génial, monsieur.
J'ai sorti des snacks adaptés à une sortie scolaire du stockage via la boîte à objets et je les ai alignés sur la table. Les yeux de Tama pétillaient, tandis que la queue de Pochi remuait si fort qu'on aurait dit qu'elle allait s'envoler. Une seconde, vous deux. Vous ne pouvez emporter que 300 yens de snacks. 300 yens. Combien de pièces de cuivre vaut un yen, monsieur? La blague d'Arisa est tombée à l'eau à cause de la différence de devise. Ils ne peuvent pas emporter autant qu'ils veulent? Ce n'est pas comme si l'école avait fixé une limite. S'il en avait en trop, ils pourraient toujours partager avec leurs amis. Non, ça ne va pas. Réduire son choix de collation fait partie du plaisir d'une sortie scolaire. Je t'ai eu. Je comprenais son point de vue. Beaucoup de mes camarades s'inquiétaient de la quantité ou de la qualité des collations. Alors, au lieu d'un prix, pourquoi ne pas limiter les collations à ce qui rentre dans ces sacs? J'ai sorti quelques-unes des pochettes que j'utilisais pour donner des pièces d'or. Ça me va. Le tissu est un peu excessif, mais au moins, il ne se déchirera pas. Une fois les sacs inspectés par Arisa, je les ai tendus à Pochi et Tama. Tiens, c'est un choix difficile, monsieur. Tama veut ceci, cela et cela. Tandis que Pochi tergiversait, angoissé, Tama choisit instinctivement des encas et les mit dans sa pochette. Des trucs? Oh, vous êtes tellement sûr de vous, monsieur. Pochi regarda avec envie le paquet de biscuits de Tama, puis commença à expérimenter la combinaison la plus efficace. Pochi, si vous le serrez aussi fort, les biscuits ne vont-ils pas se casser? Ça ira, monsieur. Pochi croit en monsieur Biscuit, monsieur. Effectivement, les biscuits s'émiettèrent. Si vous continuez à le tasser comme ça, le contenu va s'écraser, je vous le conseille. C'est bon, monsieur. L'encao ajoute du goût, monsieur. Même l'avertissement de Nana ne put endiguer la violence du chaos. Pochi, je comprends que tu le remplisses de trucs coriaces comme des crackers et des bonbons, mais n'est-ce pas un peu trop bourré? Pas du tout, monsieur. Si j'essaie, j'arrive à en mettre un de plus, monsieur. Imprudent. Comme Arisa et Mia le craignaient, le sac de Pochi se déchira. Pochi, il ne faut pas gaspiller de nourriture ni de sachets en parfait état. Si tu continues comme ça, tu vas partir en excursion sans rien à grignoter. Finalement, Lisa s'exclama et gronda Pochi. La queue entre les jambes, Pochi s'excusa et finit par préparer un nouveau sac avec un assortiment de friandises. Quant aux biscuits cassés, aux fruits secs écrasés et aux bonbons durs tombés, le personnel les a mangés plus tard, et nous avons tous vécu heureux pour toujours. Arisa bâilla en se lançant dans une narration absurde. Il était clairement l'heure d'aller au lit. On devrait se coucher. L'excursion commence demain matin de bonne heure. Tout le monde se dirigea vers la chambre. Pochi n'a pas encore sommeil, monsieur. Tama non plus? Ils affichaient tous deux la réaction classique d'un enfant la veille d'une excursion. Si tu ne te dépêches pas de dormir, tu vas rater le réveil demain et ils partiront sans toi. Niou, ce serait terrible, monsieur. La douce réprimande de Lisa fit plonger Tama et Pochi dans leur lit. Elles continuèrent à se tortiller et à chuchoter pendant un bon moment, mais à minuit, elles dormaient toutes les deux profondément. Même si ce serait amusant d'accompagner leur excursion, la vente aux enchères approchait. J'ai décidé qu'il valait mieux régler le reste de mes affaires dans la capitale royale au plus vite. J'ai bordé Pochi et Tama sous les couvertures avant de m'endormir.